Chose promise, chose due. Voici le chef du Parti québécois, PSPP lui-même, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Le Parti québécois a tenu son congrès en décembre dernier, mais comme l'émission a fait relâche pour le temps des fêtes, on vous reçoit ce soir. Merci Avant de de le faire. parler de votre congrès, on va parler de la pandémie. Oui. Le docteur Horacio Arruda a démissionné cette semaine de son poste de directeur national de la santé publique. Et vous croyez que son départ devrait être l'occasion de repenser la gestion de la pandémie? Comment? Bien, premièrement, j'en profite pour remercier le docteur Arruda, qui a tout donné et qui se trouvait dans une situation où il était le seul scientifique dans une cellule de crise où la quasi-totalité des gens sont des spécialistes des communications et de la politique. C'est important parce que ensuite, ça explique peut-être certaines choses comme ce qu'on a vécu le 7 décembre dernier lorsque le gouvernement a annoncé qu'on pourrait être 20 à Noël. Le matin même, les oppositions se sont fait dire par le docteur Arruda et par Christian Dubé que ça prendrait encore plusieurs journées avant que le gouvernement se décide parce qu'il n'avait pas les données. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi-là? Je ne le sais pas. Mais quand on pense à des décisions comme le couvre-feu, pour lequel on n'a eu aucun avis de santé publique, et on nous a même dit c'est lorsque la situation sera sous contrôle dans les hôpitaux qu'on retirera le couvre-feu. Bien, si on le fait demain, on est pas mal au pire de la situation dans les hôpitaux. Donc, nous, ce qu'on propose au Parti québécois depuis plus d'1 an, C'est la séparation? c'est de dire laisser parler les scientifiques librement, ajouter des scientifiques indépendants dans la cellule de crise, de l'expertise. Il y a la docteure Joanne Liu qui a géré une crise d'Ebola. Oui. Puis il y en a plein des gens remplis d'expertise. Amener ces gens-là dans la cellule de crise, car les décisions ne devraient pas être prises en fonction de sondages internes ou de considérations politiques, mais bien en fonction de l'intérêt des gens, de la gestion de la pandémie. Donc, Est-ce qu'il y a des gens de l'opposition qui devraient faire partie de cette cellule de crise-là? ce qu'on demande, c'est que pour les décisions importantes, un couvre-feu, des restrictions de droits et libertés ou étendre le passeport vaccinal, on veut de vrais débats à l'Assemblée nationale. Quand j'entends le premier ministre dire tantôt « j'ai un appel le vendredi avec les partis d'opposition Oui. », comprenez qu'on n'a aucune information, scientifique ou autre. On n'a jamais été consulté sur aucune décision. Et là, on nous demande, un vendredi, vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Avez-vous des questions? Bien, moi, j'ai réitéré les demandes du Parti québécois, à savoir des scientifiques indépendants, des consultations à l'Assemblée nationale pour les décisions importantes qui affectent les gens, et aussi tout divulguer dans les points de presse et cesser de faire des ballons d'essai la veille, couler dans les médias de l'information, parce que ça crée de l'anxiété. Ces 3 demandes-là, je n'ai obtenu aucune réponse de la part du gouvernement. Donc, je pense que c'est légitime qu'on demande, puisqu'il faut vivre avec la pandémie, puis on ne sait pas combien de vagues encore il y a devant nous. C'est légitime, au nom de tous ceux qui ont, comme moi, ces 2 doses, puis qui ont fait toutes les consignes à la lettre, qu'on retourne à un mode de gouvernance qui respecte l'intelligence des gens, puis le fait qu'on a plusieurs personnes dans la société qui ont des points de vue différents. Donc, il faut discuter intelligemment des mesures à partir de maintenant. Là, il y a le docteur Luc Boileau qui a été nommé directeur national de santé publique par intérim. Sa première recommandation était d'autoriser le retour à l'école demain. En fait, ça ne sera pas demain parce qu'il y aura une tempête de neige, mais après-demain. Des élèves du primaire et du secondaire, êtes-vous satisfait de cette décision-là? Comment est-ce que je peux me prononcer si, comme vous, je n'ai aucune information scientifique, puis je suis absolument exclu du processus décisionnel? C'est ça, la vérité. Mettez-vous aussi à la place des parents puis de la population en général qui est face à de la confusion. Beaucoup de changements, d'imprévisibilité, des explications qui ne tiennent pas vraiment, comme je parlais du couvre-feu, par exemple, ou de Noël. Je pense qu'on est dû pour un changement de cap pour que les gens continuent à se sentir en confiance. Puis je pense que les gens méritent ça. Les parents qui ont des enfants, là, méritent que la ventilation, on ait réglé le problème, que ce soit clair pour les masques, que les professeurs aient le temps à l'avance de se préparer. Donc, le premier ministre a affirmé à quelques reprises que personne n'aurait pu faire mieux dans la pandémie. Moi, je pense qu'on est rendu au point de dire oui, on pourrait faire mieux si on communique mieux l'information, puis qu'en amont, on consulte les gens qui ont de l'expertise puis qui ont un apport pour être certain qu'on arrive aux meilleures politiques publiques. Le gouvernement veut imposer une taxe santé aux Québécois qui refusent de se faire vacciner. On ne connaît pas encore le montant, les détails. Le premier ministre non plus parce que ce n'est pas encore décidé. Mais il veut en parler
à l'Assemblée. Êtes-vous favorable à l'idée de faire payer les personnes non vaccinées? A priori, j'ai des doutes sur l'efficacité de cette mesure-là parce que rappelons-nous que lorsqu'on prend des mesures sanitaires, c'est pour diminuer le nombre d'hospitalisations. Est-ce que cette mesure-là, qui est punitive sur le plan financier, probablement l'an prochain dans un rapport d'impôt, est-ce que ça va vraiment augmenter le taux de vaccination et diminuer les hospitalisations? C'est quoi votre réponse? J'en doute, sauf que ce n'est pas à moi de répondre. C'est à des experts de nous expliquer si c'est la meilleure mesure ou si plutôt il y a des mesures d'isolement spécifiques aux non-vaccinés pour éviter qu'ils soient infectés, qui seraient plus efficaces à court terme, parce que ce qui compte à court terme, c'est éviter des décès, réduire le nombre d'hospitalisations. C'est ça la vraie question. Et on entendra des experts pour nous répondre. S'il y avait un comité indépendant de scientifiques, purement scientifiques, peut-être que les décisions seraient meilleures, mais est-ce que vous pensez que ça serait quand même mieux reçu dans la population? Parce que les gens, on ne se fera pas de cachotterie, ça fait 2 ans, puis je ne veux pas être alarmiste, mais il y a des gens qui commencent à être tannés. Puis je pense que peu importe si c'est un politicien ou un scientifique qui te dit qu'un couvre-feu va être bénéfique, les gens sont au bout du rouleau. Ça, c'est sûr. C'est certain, sauf qu'il faut respecter l'intelligence des gens. Un scientifique qui arrive avec un avis scientifique bien fondé, ensuite, le gouvernement est libre de prendre une autre décision ou pas. C'est au gouvernement de décider. Mais en expliquant correctement, puis en étant transparent sur c'est quoi l'état du savoir, je pense qu'on va augmenter la confiance, augmenter l'adhésion, puis c'est ça la clé. On veut des décisions de qualité, puis le plus de gens qui participent à l'effort jusqu'à temps qu'on puisse bel et bien dire que c'est terminé. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, a dit cette semaine qu'elle avait été informée en mars 2020 seulement des risques de la COVID qu'on faisait courir aux personnes âgées dans les CHSLD ou dans les centres pour personnes âgées. Horacio Arruda, lui, il a dit qu'il savait depuis février, donc avant, et l'ex-ministre de la Santé, Daniel McCann, depuis janvier, donc le mois précédent. Ça vous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité et ça coïncide avec la réticence du gouvernement à fournir certains documents lorsque la coroner a demandé les rapports de ce qui s'est passé en CHSLD. On ne les avait pas, finalement, on les a trouvés. Finalement, on s'est rendu compte que les documents avaient été confectionnés le jour même. Moi, ça m'inquiète. Et quand on dit, puis c'est pas juste le Parti québécois, les partis d'opposition demandent une enquête publique et indépendante pour voir ce qui devrait être corrigé advenant d'autres vagues ou d'autres situations comme celle-là. Il y a des raisons pour ça. Et ça soulève des questions sur ce qui s'est réellement passé parce que vraisemblablement, les gens qui sont responsables ne disent pas la même chose. Ils font partie, dans le cas de Mme Blais, Mme McCann, ils font partie du même gouvernement. Le Parti québécois a profité de son dernier congrès pour présenter son nouveau logo, qui ressemble étrangement à un serpent qui se mord la queue. Le logo a été critiqué et raillé. Il ressemble étrangement aussi au logo d'une entreprise de conseil dans les appels d'offres au Kazakhstan. OK, fait qu'avant de sortir un logo, si je comprends bien, vous ne prenez pas la peine de regarder les logos de chaque compagnie au Kazakhstan? En fait, je passe mes fins de semaine à scruter les sites Internet au Kazakhstan, mais celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je suis très déçu. Je sais que c'est dur. C'était arrivé à la CAQ en passant, il y avait la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec qui avait le même logo que le nouveau logo de la CAQ. Ça arrive souvent. Là, vous comprenez qu'on n'a pas trouvé la fleur de lys dans le nouveau logo du PQ au Kazakhstan. Là. Oui. Mais en même temps, moi, je voulais qu'on renouvelle l'image du parti. Je voulais qu'on renouvelle les finances du parti. Puis là, les finances sont en santé. Puis je voulais qu'il y ait du mouvement dans un logo qui n'avait pas été revu depuis quasiment la fondation du parti. Puis on est très content d'avoir cette nouvelle image de marque-là. En même temps, je vous dirais que c'est pas ça le fond. Là. Le fond, c'est qu'on est un parti qui incarne un idéal, un projet de société. On veut que le Québec devienne un pays. On est le seul parti à dire qu'il faut aller plus loin en matière de langue française si on veut véritablement renverser le déclin de la langue française, surtout dans la grande région de Montréal. Puis sur des questions fondamentales comme l'environnement, comme la justice sociale, bien, on arrive avec des propositions pragmatiques, utiles. Donc, on aura quelque chose de bien à présenter aux prochaines élections, sans aucun doute. On l'explique. Moi, le Parti québécois, mon père a voté PQ toute sa vie, je le dis, puis pour moi, c'est un beau parti, un grand parti qui a amené plein de belles choses au Québec. Là, ça ressemble un peu à Dunkin' Donut. Les députés du PQ commencent à disparaître au Québec, là, tranquillement, pas vite. Ouais, je comprends. À quoi vous l'expliquez? Non, mais je trouve ça... C'est même pas pour être baveux, mais à quoi vous l'expliquez
Le désintérêt. Écoute, Est-ce que c'est vraiment un désintérêt envers le Québec, la liberté des Québécois, le destin du Québec? Lorsqu'on voit un PDG... Non, ça pourrait être juste, pour une certaine génération, l'ouverture sur la planète au complet. Bien, moi, je vous dis, l'ouverture sur le monde, c'est d'exister à l'ONU, avoir notre équipe nationale de hockey qui gagne les championnats du monde, puis avoir nos propres missions commerciales. C'est ne pas être obligé d'envoyer nos impôts en Alberta pour engraisser les multinationales pétrolières, décider nous-mêmes de nos impôts. C'est ça, l'ouverture sur le monde. Et c'est un projet de société. Donc, quand moi, je vais dans les cégeps, puis qu'on parle d'avenir, il y a beaucoup de réceptivité. Pour répondre à ta question, je pense qu'en 2018, il y avait plusieurs personnes qui voulaient se débarrasser des libéraux. Là, je vous confirme que c'est fait. Donc, aux prochaines élections, est-ce qu'il y a des gens qui vont être ouverts à un autre discours que celui de la CAQ à la lumière de ce qui se passe en ce moment au Québec? Moi, je pense que oui. Puis ma mission comme chef du Parti québécois, comme 10e chef de cette grande formation-là, c'est d'arriver avec des candidatures de qualité, puis des idées qui sont claires, nettes et précises, assumées. Et c'est vers là qu'on s'en va. Et cela dit, c'était pas pour écorcher. Moi, je me reconnais dans plein de valeurs de ce parti-là. Ouais. C'est juste, je constate dans les intentions de vote, dans le nombre de gens qui sont élus, c'est un constat que ça va pas bien. Puis je me demandais si vous êtes capable de trouver des raisons. Y a-t-il quelque chose qui a été mal fait, qui s'est mal passé? Bien honnêtement, dans les 10 dernières années, il s'est passé tellement de choses inusitées en politique, à commencer par moi qui a fait une course à la chefferie, j'ai commencé à 5 Oh oui. Il y a Bruno Marchand qui a commencé à 1 Oui. Vous à et le Québec. maire du Québec, là, on n'aurait pas gagé sur vous. Mais on peut pas commencer plus bas qu'à 1 Ouais. Il a gagné. Donc, il y a un moment donné, et c'est le cas là, des gens au Parti québécois, il faut faire de la politique en fonction de nos convictions, nos croyances. Ceux qui se présentent pour le Parti québécois, puis il y en a plusieurs candidatures qu'on a additionnées, ne sont pas là par opportunisme. Donc, ça va donner une équipe, je pense, qui est très vraie, qui est là pour des bonnes raisons, puis ce sera aux Québécoises, aux Québécois de juger rendu là. Lors du congrès, vous avez décidé d'orienter le PQ vers un nouvel avenir qui est recentré sur l'indépendance. Présentement, l'indépendance ne fait pas tellement partie de la conversation familiale ou collective au Québec. Non, mais vous avez beau vouloir en parler, est-ce qu'on vous écoute? En temps de pandémie, on s'est concentré, comme tout le monde, sur ça. Oui, il y a eu un break, Ouais. là, c'est clair. Mais ouais. vous prendrez note que lorsqu'on se fait insulter dans le débat fédéral en anglais, Oui, ça, c'était odieux. puis quand un PDG d'Air Canada, après 14 ans à Montréal, répond « J'ai pas besoin d'apprendre le français, tout va bien », il y a des moments où les Québécoises et les Québécois nous parlent, puis ils réagissent en indépendantistes. Puis quand on regarde les chiffres, grosso modo, c'est quand même entre 30 et 40 de personnes qui pensent qu'on ferait pas mal mieux d'être un pays. Donc, ce sont nos convictions. On va être très honnête sur le fait que nous, on veut aller là, que c'est notre projet de société et qu'il est beau, ce projet de société-là. Et je pense qu'on peut se dire aussi qu'on ne sera pas toujours en pandémie, puis que la discussion sur l'avenir, elle va reprendre. Puis moi, j'ai le goût d'un avenir qui est meilleur, qui est plus beau, puis ça passe par écrire ce nouveau chapitre-là. Vous parlez entre 30 et 40 Il va y avoir des élections en octobre. Oui. Vous voulez convaincre les électeurs déçus de la CAQ de voter pour vous. Oui. Selon un sondage qui a été publié cette semaine dans l'Actualité, le PQ est bon dernier avec 10 des intentions de vote, derrière le Parti conservateur du Québec. Comment vous voulez renverser cette tendance-là? Premièrement, c'est un sondage Main Street. La même firme qui avait donné 16 points d'avance à Denis Coderre contre Valérie Plante. La même firme qui avait dit que Véronique Yvon et Sylvain Gaudreault ne seraient pas élus lors des dernières élections. Une firme, donc, qui a démontré à plusieurs reprises qu'elle faisait de la politique avec les sondages, mais que ces chiffres n'étaient pas nécessairement fiables. Quand on regarde les maisons de sondage plus fiables, le Parti québécois est deuxième chez les francophones. Et il y a un espace de croissance très grand parce qu'on est le seul parti véritablement nationaliste qui sert la cause de l'indépendance. Donc, tu sais, Parti libéral, Québec solidaire, c'est plutôt des partis anti-nationalistes. Et sur des questions fondamentales comme le français, la justice sociale, l'environnement, on se démarque, on est unique. Et dans ce contexte-là, bien, dans la mesure où la population veut entendre quelque chose d'autre, est ouvert à tout le moins à entendre d'autres personnes que celles de la CAQ, je pense qu'il y a beaucoup de... Moi, je suis très optimiste par rapport à la suite des choses. Québec solidaire, vous dites que ce n'est pas un parti souverainiste, mais pourtant, dans leur plateforme ou... J'ai dit que c'était contre le nationalisme en général. OK, je comprends.
Chercher un drapeau du Québec dans un congrès de Québec solidaire ou du Parti libéral du Québec, c'est plus difficile à trouver que dans un congrès du Parti québécois. Mais je pense qu'en général, tout le monde conviendra que le seul parti qui est dédié, qui a son article 1 dans tout ce qu'on fait, qui veut vraiment faire atterrir le projet de pays, donc qui ne met pas ça à la fin de son programme, là, c'est le Parti québécois. Puis sur des questions très fondamentales comme la langue française, même chose, on est le seul là, à dire c'est pas tout de faire des demi-mesures parce que ça paraît bien. On ne veut pas se compter d'histoire. Nous, on veut renverser le déclin de la langue française, redonner un tremplin à cette belle langue-là qui est la nôtre. En terminant, les élections partielles auront lieu prochainement dans le comté de Marie-Victorin, qui est un château fort péquiste. Vous n'allez pas vous présenter là. Vous voulez attendre les élections générales et vous avez déjà choisi votre comté. Oui. Lequel? Je vais me présenter à Montréal. Ma réflexion est terminée, puis je vais me présenter dans le comté de Bourget. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte électorale, c'est Qui est un château fort aussi péquiste. Historiquement, c'est le comté de Camille-Lorrain. En ce moment, c'est un comté de la CAQ. Vous comprendrez qu'avec une candidature comme Pierre Nantel dans Marie-Victorin, qui est ancrée dans Longueuil, c'était une excellente... En tout cas, moi, je suis très, très content de cette décision-là. Mais c'est important aussi pour moi, dans le choix du comté du chef du Parti québécois, de dire que la bataille pour la langue, elle se passe à Montréal et il faut que le Parti québécois soit présent à Montréal pour que la tendance change. Mais c'est une façon également de dire que Montréal fait partie du Québec. Montréal fait partie du destin national des Québécois qui, depuis les Patriotes, cherchent à devenir une société émancipée et normale. Et donc, pour moi, c'est fondamental que le Parti québécois regagne des sièges des comtés à Montréal et c'est ça le sens de ma candidature dans Bourget. Donc, pour ceux qui prennent des notes, Bourget, c'est B-O-U-R-G-E-T. Merci infiniment d'avoir été là. Est-ce que vous restez avec nous? Avec plaisir.